Comment gérer les difficultés de l'expertise 1592 du Code civil? On en parle tout de suite avec mon invité, Julie Pasternak, associée chez Darrois. Julie Pasternak, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons voir ensemble comment gérer les difficultés de l'expertise prévue à l'article 1592 du Code civil. Pour commencer, pourquoi avoir recours à une clause d'expertise prévue à l'article 1592 du Code civil et quels sont les avantages de cette démarche dans le cadre d'un contrat de cession? Alors, pour vous répondre, Arnaud, je rappelle d'abord que l'expertise 1592 s'appelle ainsi par référence à l'article du Code civil qui porte le même nombre, qui est un article, une disposition en réalité très brève et qui porte sur l'un des deux éléments essentiels de la vente, le prix. L'autre étant la chose, comme vous le savez, pas de prix, pas de vente. Donc on est vraiment sur un sujet important. Cet article 1592 suit immédiatement l'article 1591 qui prévoit que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Et cet article 1592 complète cette disposition en prévoyant que le prix peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers. Si le tiers ne veut ou ne peut pas faire son estimation, alors il n'y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers. Alors ce tiers 1592, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas un arbitre, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pouvoir juridictionnel. Ça n'est pas non plus un expert judiciaire. Un expert judiciaire rend un avis, un simple avis, pour éclairer le juge sur un aspect technique. Le tiers 1592 est là pour rendre un rapport définitif qui s'impose aux parties, sauf erreur grossière. C'est dire son importance. Et donc, on constate un usage quasi systématique de cette disposition, de cet article 1592, dans les contrats de cession d'actions, dès lors qu'il y a une incertitude, notamment si un complément de prix est prévu par le contrat de cession. Et pourquoi les parties ont fréquemment recours à cette disposition ? Eh bien, parce que les parties recherchent ce caractère définitif du rapport de l'expert, sauf erreur grossière comme je l'ai indiqué, qui permet d'éviter des contentieux interminables autour de cette question du prix. Et deuxièmement, cela permet également d'éviter que le juge soit conduit à fixer le prix alors qu'il s'agit d'une mission financière. Alors, vous venez d'exposer l'intérêt du recours à cet expert dans un contrat de cession. Les experts sont régulièrement confrontés à des difficultés d'application de ces clauses. Quelles sont les principales difficultés qu'ils rencontrent lors de l'application de ces clauses ? Ces principales difficultés peuvent être de nature très diverse. On l'a vu, l'article 1592 est un texte qui est très bref et la jurisprudence, en tout cas de la Cour de cassation rendue sur le fondement de cet article, est très rare. Donc la mission et le déroulement de ces expertises procèdent en réalité essentiellement du contrat, de ce que les parties ont prévu dans la clause contractuelle relative à cet article 1592. C'est la commune intention des parties ? Absolument, on va y venir, mais c'est absolument ça. Voire dans la lettre de mission qui est signée avec l'expert au moment de sa désignation. Alors les difficultés vont dépendre, et j'y reviendrai tout à l'heure, de la précision avec laquelle ces clauses ont pu être rédigées. Elles sont de diverses natures. On peut en trouver dès la désignation de l'expert, sur les questions d'indépendance notamment, auxquelles il faut veiller très précisément, vérifier les missions que l'expert a pu avoir par le passé pour les sociétés en présence ou d'autres sociétés du groupe. Il peut y avoir des difficultés sur la fixation de ses honoraires, combien, qui doit payer, comment est-ce que doivent se répartir les choses. Et puis pendant l'expertise, d'autres difficultés peuvent se poser, tenant au respect du principe du contradictoire, si les parties ont choisi de se soumettre à ce principe, tenant à la communication des pièces à l'expert, des pièces que celui-ci estime nécessaires, et puis enfin, j'y arrive, tenant à l'interprétation des clauses que l'expert va devoir appliquer dans sa mission, puisque c'est ça, l'expert, qui est le mandataire commun des parties, doit appliquer ce qu'ont voulu les parties. Et en général, il s'agit d'appliquer une formule de prix. Que se passe-t-il si les parties ne donnent pas le même sens aux clauses que l'expert doit appliquer ? S'il y a un sujet d'interprétation, est-ce que l'expert peut interpréter lui-même ou pas ? C'est toute la question. Alors justement, on va s'intéresser à l'attitude des experts dans cette situation. En cas de difficulté d'interprétation, quelle est la pratique en général des experts ? Alors, pour la comprendre, Arnaud, il faut que je rappelle immédiatement que la Cour de cassation a rendu
récemment 2 arrêts sur ce sujet très spécifique. Le dernier en date est vraiment tout frais puisqu'il date du 7 mai 2025 et il a suivi un précédent arrêt du 17 janvier 2024 qui portait sur le même thème, arrêts qui ont apporté 2 précisions très importantes concernant la pratique des experts en matière d'interprétation. La première chose que dit très clairement la Cour de cassation, c'est que seul le juge peut, s'il y a lieu, rechercher la commune intention des parties. Autrement dit, seul le juge peut interpréter une clause contractuelle. Ça ne la relève pas du pouvoir de l'expert, en principe en tout cas. Donc la frontière est vraiment très claire et ces arrêts, on le... pas à l'expert de déterminer quelle est la bonne formule, c'est ça ? Exactement, quel est le sens. Si les parties ne sont pas d'accord sur le sens d'une clause, c'est pas lui qui doit trancher, c'est le juge qui doit le faire. Et deuxième chose qu'apportent ces arrêts de la Cour de cassation, porte sur la conduite à adopter par l'expert en présence d'une difficulté d'interprétation. Que doit-il faire ? Que peut-il faire ? Eh bien, la Cour de cassation lui donne plusieurs options. À son choix, ce sont des alternatives. D'abord, l'expert peut tout à fait surseoir à statuer, surseoir à finaliser sa mission d'expertise et renvoyer les parties à saisir d'abord un juge pour trancher la difficulté d'interprétation. Vous voyez un peu ce que ça a comme conséquence, notamment sur le calendrier et la célérité des opérations d'expertise. Et puis, deuxième possibilité, et ça c'était l'arrêt du 17 janvier 2024, l'expert a aussi la possibilité, pour ne pas retarder ses opérations d'expertise, de rendre un rapport avec 2 évaluations distinctes qui reprennent chacune les interprétations respectives des parties, aux parties ensuite d'aller faire trancher leur désaccord sur l'interprétation par un juge. Alors, ces arrêts ont le mérite d'apporter des réponses assez concrètes sur des sujets que se posaient beaucoup les praticiens. Néanmoins, les solutions ne sont pas totalement satisfaisantes, eu égard à l'objectif de célérité de l'article 1592 que recherchent les parties en ayant recours à cette disposition, puisque dans un cas comme dans l'autre, eh bien, on voit bien qu'un nouveau procès va s'ouvrir avec... vous le savez, un calendrier qui peut être potentiellement très long et on ne répond donc pas à ce sujet de célérité. Et puis autre chose, à partir de quand l'expert doit-il considérer qu'il y a un sujet d'interprétation ? Est-ce qu'il suffit que les parties disent qu'elles ne sont pas d'accord sur une clause ? Est-ce que ça suffit à le priver de son pouvoir d'appliquer les clauses du contrat ? Le contentieux risque de se nouer autour de ces sujets-là. Alors vous avez évoqué la célérité dans ce type de situation et l'efficacité, ce sont 2 objectifs qui sont difficiles à concilier. Concrètement, comment on peut faire pour concilier célérité et efficacité ? Alors, en l'état du droit positif que j'ai rappelé, il existe des solutions pour concilier ces objectifs et je crois que la principale chose à faire, la principale recommandation en tout cas à faire, c'est d'avoir des clauses qui soient le plus claires et le plus précises possible. Ces fameuses clauses 1592 qui sont insérées dans les contrats, notamment les contrats de cession, elles doivent être très claires à tout point de vue. D'abord, pour encadrer le déroulement de la mission, quel expert va-t-on choisir ? Comment doit-il être choisi ? Est-ce qu'il faut le nommer précisément ou pas ? Est-ce que le principe du contradictoire doit être appliqué ? Il faut le préciser dans le contrat et c'est important évidemment de le faire pour éviter à l'expert de réaliser une expert grossière. Quel va être le calendrier de l'expertise ? Comment la communication des pièces doit-elle s'opérer ? Tout ça peut être prévu dans cette clause-là. Et puis, il faut aussi, pour éviter les difficultés d'interprétation qui, en général, se nouent autour des formules de prix qui doivent être appliquées par l'expert et des définitions qui rentrent en jeu dans l'application de ces clauses, il faut encourager à avoir des descriptions très précises de ces formules, et notamment en donnant des exemples concrets. Voilà. Et ça, cela permet à l'expert d'avoir une mission bien cadrée. On peut enfin envisager de donner à l'expert le pouvoir d'interpréter lui-même les clauses qui rentrent dans sa mission et cela pourra peut-être permettre d'éviter ces contentieux judiciaires interminables. On va conclure là-dessus. Merci Julie Pasternak d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Darrois. Merci beaucoup Arnaud. Tout de suite, on passe à la deuxième partie de l'émission. Salariés ou freelance, quelles sont les conséquences pour les entreprises ?